à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je commence, c'est ça? On y va? Oui, c'est bon. Très bien, super. Juste, est-ce que vous pouvez me rappeler combien de temps j'ai sur cette présentation? 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Et puis, Ok, je rappelle parfait. en ligne qui peuvent mettre leurs questions dans le chat. On y reviendra à la fin. Merci. D'accord, bonsoir à tous. Euh, on va faire certainement cette présentation à plusieurs voix, puisque vous avez à Fort-de-France Philippe Madec avec vous, mais aussi Jean-Camille Petit, qui font évidemment, enfin voilà, qui sont engagés dans le projet du prêcheur. Ce que j'avais l'intention de vous présenter ce soir, c'était un petit peu la réflexion globale, qui est une réflexion d'abord territoriale et urbaine, sur l'ensemble de ce territoire qui est soumis à une avalanche de risques assez considérable. Donc, je vais faire une présentation un petit peu, enfin, assez générale de l'ensemble du processus de projet, de la méthode qui a été utilisée aussi à l'échelle du bourg, mais qui a un très grand territoire, pour composer et définir avec les habitants de manière extrêmement partenariale le projet de refondation du bourg, et peut-être cibler un peu plus précisément deux sujets qui sont des sujets plus concrets, avec une actualité forte, puisque c'est la question des prototypes de logements, donc les 4 prototypes de logements bio et géosourcés qui sont en cours d'étude, et le projet d'école refuge, qui est un équipement un peu atypique qui vient s'installer sur le bourg. Donc là, vous avez une photo qui en fait résume la situation du prêcheur aujourd'hui. C'est la photo du bourg principal avec le quartier. Vous voyez ma flèche? Oui, Oui. ouais, très bien. Qui est le bourg principal ici, avec l'église et l'ensemble des bâtiments, on va dire historiques, du prêcheur, notamment l'ancien clocher. Les quartiers sociaux construits par le bailleur Ozanam dans les début des années 2000, sur les Mornes déjà. Les quartiers ici des Abîmes, et au centre, la rivière du Prêcheur, qui est le couloir principal des Lares. Donc un des risques principaux qui menace les prêcheurs, qui sont les Lares, donc les coulées de boue volcanique qui descendent de la vallée sans père, et qui sont devenus un risque qui gagne en acuité en fait depuis le milieu des années 2010, et avec des épisodes plus ou moins critiques depuis. L'équipe, simplement, vous rappeler, parce que c'était une équipe vraiment très plurielle, avec donc Kanté Kant, Jean-Camille Petit, l'atelier Madec, Laure Thierry comme paysagiste, Monono pour le sociologue. On avait une équipe vraiment assez large, sur une mission qu'on a voulu relativement, enfin très partenariale évidemment, mais aussi le plus possible ancrée sur le territoire, et le plus possible en coproduction avec les habitants, et en lien direct avec les différents acteurs. Simplement, cette carte-là aussi, qui était une carte au moment de la candidature sur ce sujet, qui était simplement, enfin, qui résume un peu la situation du prêcheur, qui est dans le centre-bourg et ici sur ce cercle, qui est en fait la prise en étau entre le volcan et les risques liés au volcan, donc les lahars principalement, et la question qui est posée simplement par la mer des Caraïbes, avec un trait de côte qui recule extrêmement rapidement et de manière très, très radicale, et aussi le risque de houle cyclonique plus habituel, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant aux prêcheurs, c'est qu'il y a à la fois des risques, on va dire, conjoncturels, qui sont liés à des situations ponctuelles, classiques du climat tropical, mais il y a aussi cette tendance de fond directement liée au changement climatique. Et l'origine de la commande, portée par le PUCA, mais aussi par la DEAL et évidemment par la collectivité, par la commune, c'était de se dire que répondre aux risques immédiats, ce n'était pas simplement parer aux plus urgents, c'était aussi poser les bases d'un aménagement urbain et d'un aménagement territorial qui va au-delà de la réponse à l'urgence, qui anticipe l'avenir et qui essaie de mettre en place vraiment un modèle alternatif d'aménagement. Bon, je passe rapidement sur les informations les plus rapides. Cette carte-là, c'est un extrait du PPRN actuel sur le centre-bourg. En violet, c'est le risque le plus important, et c'est ce qui correspond au couloir principal d'évacuation des Lares par le lit majeur de la rivière du Prêcheur. La plaisanterie, si c'en est une, c'est de dire qu'il y a tous les risques possibles et imaginables au Prêcheur, hormis le risque d'avalanche. C'est vrai que c'est un territoire qui est extrêmement fragile, parce qu'au-delà des Lares, il y a évidemment la houle cyclonique, il y a le risque sismique, il y a la liquéfaction des sols, il y a l'instabilité des rebords de mornes,
Enfin, voilà, il y a vraiment tous les risques qui s'expriment. Et donc, le foncier habitable, en quelque sorte, dans un régime de risque acceptable, on va dire, est extrêmement précieux. Le risque, c'est aussi une culture aux prêcheurs, et cette image, elle explique aussi, remis sur le début de ce siècle et le siècle précédent, l'ensemble donc des épisodes volcaniques qui ont déjà complètement fait disparaître le prêcheur et Saint-Pierre, ça vous connaissez parfaitement, mais aussi la récurrence et la fréquence des risques cycloniques et des tempêtes tropicales qui, à chaque fois, en quelque sorte, ont amené les habitants à se réadapter sur ce territoire. Donc, il y a une présence culturelle du risque, un savoir habiter avec le risque. Mais en même temps, aujourd'hui, le besoin face à ces nouveaux risques et surtout face à l'évolution du climat qui se vit extrêmement violemment sur ce territoire, le besoin de se réadapter sur le moyen terme. Bon, la falaise sans père, pour donner aussi une proportion, une idée de la proportion, c'est ces millions de mètres cubes de minerais volcaniques. Donc, cette géologie très récente, puisqu'elle date de l'éruption de 1902, qui une réserve quasiment sans fin, on va dire, de l'art qui s'écoule par le lit majeur de la rivière du Prêcheur et qui finit par arriver sur le bourg et qui menace une grande partie des habitants. Et l'art, c'est ça, donc c'est des coulées extrêmement, beaucoup plus denses que l'eau et beaucoup plus rapides que l'eau. Donc c'est vraiment une avalanche, mais de substrats et de blocs qui font plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes. Donc c'est extrêmement dangereux, évidemment, et de plus en plus difficile à anticiper. Ça, c'est ce que l'Observatoire de l'Apelé et la directrice de l'Observatoire de l'Apelé souligne très, très clairement. C'est que les systèmes d'alerte sont de plus en plus complexe puisqu'on ne sait pas exactement prédire la fréquence ni la relation de causalité entre la météo et le déclenchement d'alarme. Bon, aussi simplement pour dire que cette étude, c'est une façon de se poser la question du positionnement, notamment par rapport à la question de la matière, de l'énergie, de la mobilité, des rythmes aussi et des épisodes de migration plus ou moins liés au changement climatique. Donc, la question de l'arc antillais dans sa grande région Caraïbes, avec évidemment la situation de dépendance très forte, notamment du point de vue de l'approvisionnement des matériaux, et donc la nécessité d'essayer de relocaliser les filières de construction. L'idée aussi que finalement, par rapport à la fragilisation de la côte et la question de la mobilité, on était sur une échelle nécessairement régionale qui se posait. Et finalement, effectivement, on entend aussi souvent que le Prêcheur et Saint-Pierre, appelé en quelque sorte, c'est une île sur l'île. Et donc finalement, la relation avec le nord de l'arc antillais est au moins aussi important, peut-être, en tout cas dans le futur, qu'avec la ville-centre de Fort-de-France. Aussi le constat sur ce territoire par rapport jusqu'aux années 50, un couvert forestier qui s'est extrêmement développé, alors avec des aspects positifs sur la biodiversité pour partie, même si certains invasifs sont présents, mais aussi des pratiques agricoles qui ont extrêmement muté. Donc on est vraiment sur une avancée très forte du couvert forestier. Une situation assez exceptionnelle du point de vue de la biodiversité sur le nord de l'île, puisque c'est le dernier espace de tout l'arc antillais où on a une continuité sauvage, entre guillemets, puisque ce n'est pas non plus une forêt primaire, mais en tout cas une forêt qui a été extrêmement peu modifiée entre le niveau de la mer et le sommet de la montagne Pelée. Donc et ça, c'est le parc naturel, évidemment, et l'actuel projet de classement UNESCO qui évoque cette situation-là, mais donc une vraie richesse du point de vue de la biodiversité qui font partie aussi des trésors finalement de ce territoire à préserver. Et puis, quelque chose qui nous semblait aussi extrêmement intéressant, parce que c'est la question aussi de retrouver une forme de culture en fait, de l'habitat sur ce nord de l'île de la Martinique, c'est l'équilibre qui est ancestral en fait, entre l'habitat sur le littoral. Donc là, vous avez un extrait de schéma de carte entre le Prêcheur ici au nord et Saint-Pierre plus au sud. Et donc un équilibre toujours entre les pêcheurs et les agriculteurs. C'est d'ailleurs le blason de la ville entre la carotte et le poisson, mais le bleu et le vert, la côte et la profondeur des terres. Et le fait que la concentration actuelle de l'habitat qu'on constate, qui n'est pas si ancienne que ça, est aussi une situation de fragilité que l'on peut essayer de rééquilibrer en réintroduisant des façons différentes d'habiter en profondeur sur les versants de la Pelée et donc sur les mornes.
Voilà, donc le bleu d'un côté et bien sûr les mornes et donc le trésor de biodiversité qu'il représente, mais aussi l'extrême fertilité de ces terres qui justifie ou qui explique et qui est intrinsèquement mêlée à la raison d'être du bourg du Prêcheur sur ce site et sur ce flanc du volcan si dangereux. Avec des pratiques agricoles encore très vivaces, très denses, avec bon, des pratiques aussi relativement peu mécanisées, un projet alimentaire territorial extrêmement intéressant qui met en place de nouvelles formes à la fois d'agroforesterie, de biodynamisme, et tout ça, vous le connaissez certainement mieux que moi. Donc des paysages aussi extrêmement soignés, avec vraiment des jardins et des vergers sur des mornes qui sont intéressants et qui sont précieux, et qu'il faut défendre, même si on a besoin d'urbaniser pour partie certains mornes pour accueillir et mettre en sécurité les habitants. Et voilà, ces paysages très beaux avec cet entremêlement très fin, ce bocage en quelque sorte entre la forêt, les versants plutôt sauvages, on va dire naturels, et les parcelles cultivées. Et puis dernière composante de ce territoire, pour finir de dresser le portrait, le centre-bourg, qui est un centre-bourg dont je vais parler un peu plus tard, et tout l'enjeu en fait de ce projet-là urbain et territorial, c'est d'équilibrer finalement euh, la mise en sécurité des habitants par la définition de nouveaux secteurs à habiter, plutôt sur les hauteurs, sur les mornes, et en même temps de garder euh, pleinement vivant un centre-bourg qui reste la référence et aussi le centre symbolique et culturel du prêcheur. On ne peut pas imaginer que le prêcheur se déplace complètement, évidemment. Donc, quel équilibre on trouve et comment est-ce qu'on essaie d'équilibrer effectivement la mutation du centre-bourg existant et l'évolution de nouvelles formes habitées, plus sur les normes. Bon, un travail extrêmement participatif. On a travaillé avec les enfants des écoles, qui nous ont permis aussi évidemment de dialoguer avec les parents, avec les agriculteurs, avec les présidents de quartier. Et c'est ce qui nous a permis de poser les bases de ces grandes cartographies que je ne vais peut-être pas détailler ce soir, mais qui forment un petit peu, si vous voulez, l'approche un peu de consensus qu'on a eu globalement sur ce territoire pour savoir où on pouvait imaginer reloger des habitants, quelle était la place judicieuse pour les équipements principaux sur ce territoire, et où, au contraire, il fallait qu'on accompagne une renaturation qui devenait protectrice par rapport au risque. Donc là, c'est un peu la synthèse des zones d'aléas les plus importants, et du coup, on voit bien sur ces cartes-là qu'il y a une superposition assez flagrante entre les zones intensément habitées, notamment autour du centre-bourg, et les couloirs de risque principaux, et notamment sur le cordon littoral aussi, par rapport à là où le cycle unique. La définition qui résulte de ce travail assez en finesse, parcelle à la parcelle, avec les agriculteurs, des grands espaces d'urbanisation futurs possibles, mais desquels il faut retrancher les espaces agricoles les plus fertiles et les plus facilement irrigables si c'est nécessaire, voire mécanisables. Il y a encore une grande marge de progression en termes d'évolution des pratiques agricoles aux prêcheurs. Donc c'est un vrai trésor fertile à l'échelle de la Martinique. Mais voilà, il ne faut pas faire rentrer de concurrence entre l'habitat, l'agriculture et la biodiversité. Donc il y a un équilibre qui quand même fait apparaître ces trois polarités, c'est-à-dire la nature multipolaire de ce bourg qui est extrêmement importante pour diffuser le risque, c'est-à-dire ne pas concentrer en un seul point, évidemment. Et ça, c'est des logiques qui vont peut-être aussi parfois à l'encontre de certains réflexes qui voudraient simplifier en concentrant les équipements, les services. Non, assumer, reconnaître et s'appuyer sur cette multipolarité pour équilibrer la présence des habitants à l'échelle du territoire, retrouver le lien avec les mornes. Et finalement, la définition de parcelles prioritaires sur lesquelles on peut imaginer commencer à enclencher cette refondation du bourg. Trois principes, je vais aller très vite, mais ce territoire vivant, c'est-à-dire vraiment ce principe fondamental de non-concurrence entre la nature, entre guillemets, les natures présentes ici, l'agriculture et l'habitat, avec vraiment une approche aussi assez importante de compensation quand c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire on a vu que le couvert forestier avait beaucoup progressé, donc la capacité aussi de défricher des terres qui se sont enfrichées pour reconstituer les surfaces agricoles quand on a des qualités agronomiques et des possibilités d'irrigation suffisantes. Un territoire autosuffisant
pas autarcique, hein, autosuffisant par rapport à la question de l'énergie, par rapport à la question de l'approvisionnement en eau, en alimentation. C'est un territoire extrêmement fertile, mais dont toute la production s'en va vers Fort-de-France, sans forcément bénéficier directement d'une manière très proche aux habitants eux-mêmes. Donc, c'était aussi, ça faisait partie des paradoxes qui avaient été soulevés par les habitants. La question aussi des économies circulaires et solidaires locales que l'on peut essayer de consolider au travers du tourisme, évidemment, mais d'autres formes et d'autres filières aussi de matériaux et de construction. Et puis la question de cette mobilité du territoire, c'est-à-dire cette souplesse à passer du haut ou du bas, du littoral au morne, et comment essayer de mettre en place une forme urbaine qui a la capacité, l'agilité d'accueillir cette mobilité simplement. Bon, pour vous donner aussi un peu l'ensemble de l'éventail de la réflexion, la question aussi il était question dans ce projet-là de pouvoir quantifier exactement le nombre de personnes, de foyers qui étaient impactés par le risque en fonction des différentes temporalités et de l'importance ou de la violence des risques les uns par rapport aux autres. Et donc, on a fait ce travail-là, à la fois en faisant la synthèse de toutes les études amont, notamment avec l'agence des 50 pages géométriques, qui aujourd'hui vient seconder la ville, la commune, dans le portage des projets plus opérationnels. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. Et la conséquence a été d'imaginer à peu près 500 logements, enfin, de comptabiliser à peu près 500 logements impactés à moyen, voire à long terme étant la submersion prévue par rapport à l'évolution du trait de côte, même si on sait qu'en la matière, et le BRGM travaille sur ça actuellement, on n'a jamais vraiment de certitude, mais tendanciellement, on imagine très clairement que l'ensemble des logements qui sont répartis sur cette carte, hein, depuis l'extrême sud de la commune jusqu'à Lens-Belleville, qui est au nord, l'ensemble des logements qui étaient repérés et pointés un à un entre nos relevés sur site, la synthèse des études préalables et les relevés photographiques, arriver à un total d'à peu près la moitié des logements directement concernés par les risques à moyen voire long terme. Après, tout ça, bien sûr, était compensé par l'évolution démographique, les données INSEE récentes. Et donc, à terme, le besoin de relogement pour une population globale d'à peu près 1500 habitants, c'est à peu près 350 nouveaux logements, ce qui est considérable. Je reviens aussi, je passe rapidement sur ça, parce qu'un des enjeux, c'était poser les bases d'une refondation pérenne du bourg sur son territoire, du prêcheur sur son territoire, mais c'était aussi de mettre en place une stratégie de relogement d'urgence quand il faut faire face à une situation de risque majeur, un lahar, un cyclone, un séisme. Et je reviendrai sur ça quand on va parler de l'école refuge, qui en fait est devenue une cité culturelle et pédagogique refuge. C'est un programme qui est devenu central dans la réorganisation du bourg. Mais le travail, ça a été aussi de déterminer en fonction des quartiers et des risques et des coupures par les risques des différents quartiers les uns par rapport aux autres, mettre en place une logique de refuge, en théorie dispersée quartier par quartier pour pouvoir répondre au plus proche des besoins et ne pas rendre dépendants le quartier des uns par rapport aux autres, notamment en cas de coupure par un cyclone ou par une inondation forte qui segmente en quelque sorte le littoral de rivière à rivière. Donc, tout l'enjeu était de savoir combien d'habitants, comment les héberger, combien de temps, sous quelle modalité et sous quel type d'équipement public, et évidemment comment financer tout ça. Et donc, simplement, par rapport au centre-bourg, puisque c'est la première pierre dont on va parler avec l'école refuge, c'était le constat qu'il fallait à peu près être en capacité d'héberger jusqu'à 15 jours d'affilée en mode hébergement complet, jour et nuit, à peu près 250 personnes sur 15 jours. Voilà. Donc, tous ces éléments mis ensemble, ces constats et le travail coopératif de collaboration, de coproduction de ce projet sur site avec les habitants, parce que tout ça, ça a donné lieu à 6 semaines de coproduction, enfin c'était 10 jours à chaque fois, entre janvier et juillet 2019, donc quelque chose de relativement régulier et fréquent, donc on a pu avoir vraiment une continuité dans le travail avec les habitants, et ça a été pour nous, urbanistes, et enfin, l'ensemble de l'équipe, une expérience extrêmement positive, extrêmement instructive. Et pour moi, vraiment, la première fois où je peux vraiment réellement parler de coproduction, on espère toujours ça dans le projet urbain, mais c'est relativement difficile à atteindre.
Au Prêcheur, ça a été le cas parce que l'échelle s'y prêtait, parce que les habitants étaient extrêmement positifs et engagés dans ce travail. Un plan guide qui s'est consolidé autour d'interventions, d'ouverture de nouvelles voies, très raisonnables, très prosaïques, pour héberger à la fois ces 350 logements futurs à terme et ces 250 logements prioritaires, enfin 250 places d'hébergement prioritaires dans un équipement spécifique, en gardant ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la multipolarité du bourg, les 3 à 4 quartiers qu'il faut venir consolider avec ce souci d'économie du foncier et de préservation des structures naturelles, voire d'amplification des structures naturelles et d'intégration du projet urbain, en quelque sorte, dans le projet agricole. Je passe peut-être en rapidité sur les différents secteurs parce que ce n'est pas tellement intéressant. J'évoque juste cette question-là qui est aussi finalement la question du bourg. J'évoquais l'idée qu'il ne fallait pas faire une ville nouvelle, enfin, un bourg nouveau à côté du bourg historique, ce qui n'aurait pas eu de sens. Le bourg, c'est ces conditions-là, beaucoup de dents creuses, une complexité à intervenir du fait des indivisions et de la complexité en fait, de l'histoire du foncier, et un niveau de dégradation souvent important sur certains bâtiments. Donc il y a un enjeu patrimonial, il y a un enjeu aussi de risque, puisque la grande majorité des sites est impactée par les risques d'inondation et de retrait du littoral. Je vais un peu plus vite, sinon je vais vraiment déborder. Mais en tout cas, voilà, une réflexion sur le bourg pour garder quand même dans certains emplacements, donc on parle ici centre-bourg, des capacités d'introduction, soit de logements spécifiques, soit de petits équipements ou de services à la population, services de proximité. Et en même temps, la mise en place d'une première réflexion pour gagner des mornes sur ce schéma que vous voyez ici à l'écran, c'est-à-dire en rouge, tous les secteurs qui sont des secteurs où on peut imaginer installer du logement. Sur les endroits un peu stratégiques, qui sont des endroits de couture entre l'existant et les mornes, entre le littoral et les hauts, des équipements publics qui viennent créer le lien, créer de nouvelles polarités et structurer le dialogue entre bourg historique et extension urbaine. Et bien sûr, le réseau de cheminement doux, qui permet de faire en sorte que l'on garde une cohésion de bourg, parce que ce qui est pénalisant ici, c'est les ravines et le fait que le littoral est entrecoupé par ces ravines très régulières. Et donc toute la question était de relier les différents mornes les uns avec les autres par un système de cheminement qui fait qu'on est en fait dans une sorte de grand parc littoral habité en quelque sorte, si on voulait parler avec des mots très simples. J'évoquais la question de l'habitat et de la définition des nouvelles typologies d'habitat. Notre méthode, en partenariat avec les habitants, ça a été de faire un relevé, un recensement très précis et un relevé précis des logements dans leur état actuel. Parce que, en plus, nous, relativement étrangers au territoire, on avait absolument besoin de comprendre quels étaient les modes de vie, quelles étaient les attentes, quels étaient les besoins, quelles étaient les histoires, comment les logements se sont construits dans le temps, se sont transformés dans le temps, comment ils s'adaptent. Et donc, on a fait un travail très, à la fois passionnant et très tatillon presque, de relever de chacun des logements pour comprendre voilà, la relation de l'intimité par rapport à l'espace public, la relation du logement par rapport au jardin, les différentes dimensions du jardin, la multiplication des pièces comme la cuisine extérieure, la cuisine intérieure, les chambres ou le surcroît d'espace dans les logements, mais qui se justifie parce que pendant les vacances, voilà, ces logements qui sont peut-être habités à 3 ou 4 deviennent habités par 9, 10, 12 personnes. Donc, on a fait un relevé comme ça avec les habitants, à l'invitation des habitants, évidemment. Et donc là, vous avez juste le relevé architectural, on va dire, de ces différentes maisons, mais tout ça est doublé en fait d'un volet et d'enregistrement par nos sociaux et anthropologues associés à l'étude qui nous ont permis de cerner en fait, en quelque sorte, les différentes typologies qu'on a essayé de simplifier par ces 3 typologies principales qui nous ont permis ensuite d'écrire et d'accompagner le processus de définition des nouvelles typologies de logements à construire. Donc évidemment, la maison et son jardin, c'est la maison en relation avec un grand jardin, et on sait l'importance du jardin à la fois vivrier, mais aussi symbolique, et aussi comme on va dire contrepartie essentielle des espaces intérieurs, ne serait-ce que pour le confort des logements. Ce qu'on appelait la maison et sa voisin, c'est-à-dire des maisons extrêmement imbriquées, parfois superposées, avec des relations de voisinage très proches, et donc des gestions de l'intimité très subtiles et très complexes qu'on trouvait intéressant parce que ça nous permettait de mettre en place des densités
beaucoup plus forte que dans la typologie précédente, évidemment, qui construit des formes urbaines de villages intéressantes. Et puis la maison en lanière, qui est aussi très intéressante, notamment dans son évolutivité, dans sa capacité à se densifier dans le temps, à accueillir plusieurs générations, à articuler aussi vie publique, vie privée, petit artisanat, petite activité économique avec le logement, etc. Et au travers de ces trois grandes typologies, ces trois grandes familles en fait, de logements que l'on a constatées sur le terrain, on a mis en place une réflexion à l'échelle des secteurs constructibles. Bon, je présente très rapidement ce que ça veut dire, mais ça, c'était très schématique, mais c'était pour poser des idées aussi sur les capacités constructives des mornes. On voit que même là, on estime que ce sont des espaces simples et pas trop pentus. On est quand même sur des espaces extrêmement, extrêmement pentus et relativement difficiles d'accès. Donc, avec des typologies que l'on voulait mixer entre des logements, des petits collectifs, des logements superposés et des logements individuels. Et des extrapolations qui ont servi en fait ensuite à lancer de la consultation que le PUCA a portée en collaboration avec la DEAL et la ville pour le logement expérimental, donc au FROM. Donc voilà, des bases de réflexion sur comment s'implanter, comment même par rapport aux contraintes sismiques et cycloniques, agencer des logements qui se rapprochent de logements collectifs, des logements qui se rapprochent de logements individuels, mais qui ne sont jamais exactement ça ni l'un ni l'autre, et qui nous permettent d'accueillir le nombre attendu d'habitants, de gérer l'habitabilité des lieux, de gérer la présence d'activités économiques en rez-de-chaussée, tout en restant dans une épure économique plausible. Je passe un peu rapidement sur tout ça pour expliquer à quoi on est arrivé à la fin de ce travail-là. Un projet qui imbrique, qui entremêle très finement projet agricole et projet urbain, habitat, et qui aujourd'hui est porté par l'agence de sapropage géométrique qui agit pour le compte de la commune, notamment pour l'école refuge, qui porte cet équipement-là des mornes et cette préfiguration des mornes pour accueillir progressivement le nombre de logements attendus. Comme j'arrive bientôt à la fin du temps qui était donné, je passe rapidement sur ça pour donner aussi simplement une idée des différents niveaux de définition qu'on avait prévus, pour aborder une question importante qui est celle de l'école refuge, et je terminerai peut-être pour ça, puisque c'est certainement dans le calendrier aussi peut-être le premier signal fort de refondation du bourg. On est ici dans un quartier 100% social réalisé par le bailleur Ozanam, je l'évoquais tout à l'heure, qui comptabilise presque plus d'habitants que le centre-bourg historique. Et pour autant, il n'y a pas vraiment de relation très forte entre ce centre-bourg et cette cité La Perle, comme on l'appelle, qui est juste extrêmement proche du centre-bourg, mais qui ne communique pas vraiment avec elle. Et quand il a fallu trouver le terrain pour localiser la future école, qui est cette école refuge qui vient héberger les habitants en cas de catastrophe importante, on a proposé, et c'était un travail relativement long pour justifier ce parti, on a proposé de réinvestir en fait cette cité, notamment certains espaces en bordure qui sont, alors certains relativement plats, mais d'autres qui le sont moins, donc pas absolument évidents, mais de se dire que finalement, cette cité pouvait devenir une cité refuge, devenir un nouveau point de référence, et que l'introduction d'un nouvel équipement public aussi important qu'une école qui se dote aussi d'une programmation culturelle, d'une maison de la parentalité, qui se dote aussi de cette fonction refuge qui devient centrale. Et on sait que pour qu'un refuge fonctionne bien, il faut qu'il soit fréquenté, qu'il soit proche des habitants, qu'il soit connu des habitants, donc que ce ne soit pas un bâtiment étranger que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Donc on a proposé ça, on a proposé de venir intégrer ce quartier qui est un petit peu en hauteur, qui donc présente des garanties de sécurité par rapport aux risques qui s'expriment par ailleurs sur la commune, qui permet de re-questionner certaines installations, notamment la station d'épuration, notamment des petits bâtiments existants que l'on pourrait intégrer dans le projet de l'école. Et donc le travail en maquette notamment a été fait avec les habitants, évidemment les habitants du quartier, mais on voit bien sur cette maquette d'études un peu la disjonction entre ces typologies de logements collectifs dans la cité et puis le reste du bourg en partie basse fragilisé, la nécessité de rouvrir les cheminements pour accéder facilement aux mornes et cet équipement en interface entre le bourg d'un côté et les logements plus récents de l'autre, et ce point de référence en quelque sorte, ce point de ralliement pour l'ensemble du bourg. Je passe rapidement sur ça, mais parce qu'on arrive voilà, à la fin des 30 minutes de présentation, mais
les faisabilités qui découlent en fait du travail de programmation que l'on a fait. C'est important qu'on en parle ce soir parce que le concours est sur le point d'être lancé par l'Agence des 50 pas géométriques pour le compte de la collectivité sur ce grand équipement. Alors, ce que vous voyez à l'image, c'est évidemment qu'une faisabilité qui vérifie la faisabilité de la programmation qui a été définie avec les programmistes d'Alphaville et qui mutualise dans un seul et même bâtiment tous les volets programmatiques liés à la pédagogie, à la culture, à la parentalité, à la citoyenneté, et aussi la vocation de refuge, avec une réversibilité de quasiment tous les locaux de cette école. Cette école est à 100% une école et à 100% un refuge, avec des problématiques spécifiques liées à la protection des circulations extérieures en cas de cyclone, à une relative complexité de la parcelle, à la question de l'économie générale aussi de ce projet par rapport au fonds Barnier qui finance principalement l'équipement. Donc un équipement qui est aussi un équipement mutualisé avec la vie de la commune, avec des espaces qui deviennent des salles communes en fait, qui sont un réfectoire et une partie du centre de loisirs, mais qui deviennent aussi salles communes pour le quartier et le reste du bourg en dehors des horaires scolaires, et des espaces extérieurs aussi qui s'ouvrent sur le quartier en dehors du fonctionnement de l'école à proprement parler. Et je vais peut-être m'arrêter sur ce sujet-là, simplement aussi pour dire, voilà, je m'arrêterai à la fin de ça, pour dire que cette école, donc là vous voyez un plan de ce quartier, La Perle, et l'école est ici en bordure sur cette parcelle, en partie basse du quartier. Et ce quartier qui devient aussi un quartier refuge, pour que celle-là fonctionne bien, c'est aussi un projet, donc, le projet ne dissocie pas le projet architectural de l'équipement, du projet de reprise et de modification et d'amélioration de l'espace public, ce qui manque un peu aujourd'hui dans cette réalisation, c'est-à-dire que les logements sont là, mais les qualités d'espace public sont peut-être sont améliorables. Donc, ce projet-là est un projet à la fois d'architecture, d'équipement de refuge en cas d'urgence, d'équipement culturel et pédagogique, d'équipement de citoyenneté, mais aussi un projet de requalification de l'espace public et de création d'en commun, en fait, à la fois pour les habitants du bourg et les habitants de la cité, autour de ce projet. Donc, l'appel d'offres ne dissociera pas finalement la question architecturale de la question de l'espace public, et on trouve que c'est une chose extrêmement intéressante. Voilà, je vais m'arrêter là pour rester dans les temps, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions dans la salle, donc je vais passer le micro. J'ai juste un sujet, c'est que je n'ai pas beaucoup parlé de l'opération Habitat Renouvelé et des 4 projets que l'on accompagne en ce moment. Si on a le temps, je peux peut-être faire un petit zoom sur ça si ça vous intéresse, mais c'est peut-être mieux d'avoir déjà des questions. Alors, on peut commencer par la présentation et puis on reviendra aux questions après. Oui, vous préférez? D'accord, ok. Hop, alors je vais changer. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Très bien. Est-ce que vous voyez la nouvelle planche ou Ok, très bien. Alors, c'est un concours d'idées qui a été piloté par le PUCA. Et donc, le jury, je crois que c'était en février 2020, c'était juste avant le premier confinement, et qui est en développement depuis, et qui a retenu 4 lauréats, un premier prix, un deuxième prix et 2 troisième prix ex aequo. Dans ces groupements-là, alors la question qui était posée au concepteur, c'était de proposer des prototypes de logements en partant de la faisabilité urbaine que je vous ai présentée à l'instant et en recourant quasi exclusivement à des filières bio et géosourcées et dans l'idéal des filières locales. Il y a eu entre 12 et 15 réponses globales, et donc il y a ces 4 lauréats avec lesquels on continue de travailler, notamment avec l'agence des 50 pages géométriques, sur la localisation précise maintenant de ces prototypes. Et en février dernier, on était tous au prêcheur pour valider la localisation des prototypes
et commencer à passer en phase opérationnelle avec des permis de construire qui maintenant sont prévus pour le mois de juin ou de juillet prochain. Un des premiers projets, je ne les fais pas dans l'ordre du classement parce que finalement, c'était la palette aussi des solutions qui étaient intéressantes dans le choix qui a été fait en jury. Et Philippe et Jean-Camille pourront compléter sur place, mais c'est l'équipe Cause qui a proposé une ossature bois intéressante avec des systèmes d'assemblage qui viennent du Japon, donc parasismiques, qui permettent, alors déjà l'enjeu chez Cause, c'était de rentrer enfin d'étudier plus concrètement la question de la filière bois locale à l'échelle de la Martinique. Et en ça, on a eu des discussions avec l'ONF assez intéressantes, notamment eu égard à l'enfrichement et au boisement très fort des Mornes depuis les années 60-70, donc avec un gisement relativement important, même si les difficultés que l'on connaît sur la question de la filière bois locale perdurent. Donc ça, c'est le premier sujet, avec une logique modulaire intéressante, c'est-à-dire vraiment des modules qui s'assemblent et qui permettent aussi de répondre à cette fluidité entre les espaces intérieurs, les espaces extérieurs, les espaces intermédiaires des logements. Le deuxième projet intéressant, enfin des 4 projets récompensés, c'est le projet porté par le collectif NIT, qui est bâti et partenaire de beaucoup des projets, donc je pense que vous les connaissez. Ce que je vous montre là, c'est des planches concours parce que finalement, c'est là qu'il y avait le plus d'idées et que on est en train de les projets sont en train d'être mis au point sur le plan technique. Et donc, c'est plus facile de communiquer sur les intentions initiales qu'on le retrouve aujourd'hui, mais qui sont moins visibles peut-être. Et chez NIT, l'enjeu, c'était de se positionner aussi sur la question de la filière bois, mais de la filière de la terre, et sur des typologies de logements qui étaient très intéressants, avec un noyau central en dur et puis une enveloppe extérieure. Je vous fais en très, très résumé, parce que vous connaissez les projets peut-être relativement bien. Mais c'était une sorte vraiment de démonstrateur et d'agrégateur de l'ensemble des techniques bio et géosourcées sur des modules de logement. Alors, il y a une simplification par rapport à la réponse concours, puisque les 4 logements qui sont prototypés, c'est un T4, un T3 et 2 T2. Donc, une typologie par architecte. Vous voyez qu'on est sur des choses relativement petites. Mais pour autant, chacun des logements reprend l'ensemble des pistes de recherche qui étaient abordées lors de ce concours, avec une réflexion très intéressante, évidemment sur le bioclimatisme, sur la ventilation naturelle, sur l'intimité, sur la relation mer-montagne au travers du logement. Troisième projet qui était très intéressant, qui misait sur la filière bambou, en lien avec la bambouseraie martiniquaise, sur des typologies de logements aussi évolutifs, portés par Tangram, équipe d'architectes, avec une ossature bambou extrêmement simple, mais avec une hauteur qui permet de mobiliser éventuellement des doubles hauteurs ou des pièces en plus en fonction des usages, du moment de l'année, etc. Dans des formes relativement denses de logements en bande qui coïncidaient relativement bien avec la nécessité de préserver le plus possible le foncier. Et enfin, le 4e projet, qui est arrivé en numéro 1 lors du jury, qui est porté par excusez-moi, Chambord de l'eau, c'est Tectone, pardon, les architectes Tectone, qui lui associe 2 choses, des murs de pierre confinée, c'est-à-dire des sortes de gabions dont la particularité est de récupérer les substrats descendants avec les lards de la pelée. Donc, ce que sous-tend ce projet, c'est la mise en place d'une filière locale en fait, de production de ces murs de pierre confinée qui s'inspire dans les membres de l'équipe Tectone. Il y a des spécialistes de la reconstruction d'urgence en Amérique latine, donc c'est des procédés ou au Maroc, donc c'est des procédés qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui trouvent un écho particulier aux pêcheurs, puisqu'on a la matière, finalement la ressource descend de la montagne elle-même, et donc on peut la valoriser. Il y a un enjeu aussi de création de compétences, de pouvoir de création économique lié à cette filière, avec les enjeux ensuite politique, économique, etc., que cela pose évidemment. Mais voilà, un mur de pierre confiné en sorte de gabion en socle, et une ossature métallique très légère en partie haute, qui permet d'avoir voilà, des bâtiments vraiment en 2 niveaux distincts, complémentaires, avec une logique un peu comme dans le projet en ossature bois avec les assemblages métalliques japonais,
une logique modulaire qui permet d'assembler différemment les logements et de s'adapter aussi à la topographie, c'est ce qu'on voit sur cette coupe, de manière assez intelligente. Donc ça, c'est les quatre grandes filières, donc le bambou, les murs de pierre confinés avec une ceinture métallique par ailleurs, le bois et la terre, qui sont étudiés aujourd'hui et sur lesquels les architectes avancent progressivement et que nous, en tant qu'urbanistes, on accompagne dans la localisation et la pertinence de l'intégration dans le projet de refondation à plus long terme du bourg. Voilà pour ce petit ajout de présentation. Du coup, j'ai triché sur le temps puisque j'ai rajouté 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Je crois qu'on avait une question. Non, c'était pour répondre aux questions si on avait. Ah, ok. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, il y a le micro, n'hésitez pas à prendre la parole. On a Marine dans le chat qui nous remercie Antoine pour la présentation et la qualité du projet. On a une question ici de M. Nance. Oui, je voudrais savoir si vous avez pris dans votre démarche participative, bien sûr, les habitants, les autochtones du pêcheur, mais ceux de la cité aux Ananas. Est-ce que Antoine, tu as bien entendu ou pas? Si on avait travaillé avec les habitants du Prêcheur, mais aussi avec ceux de la résidence aux Anames, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On n'a pas fait. Alors, évidemment, dans les logements qu'on a redessinés, on n'est pas allé redessiner les logements du bailleur aux Anames, puisque ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. C'est le modèle du logement social, donc on n'a pas ressenti le besoin d'aller étudier ça. Mais pour autant, on a travaillé autant avec les habitants. Vous voyez toujours mon écran avec la photo aérienne? Oui. Ouais, donc on voit bien là la cité La Perle. Et évidemment, une des particularités du bourg, c'est que voilà, donc il y a presque plus d'habitants ici qu'ici, et que ici dans le centre-bourg, qui est le noyau un peu historique du bourg, mais aussi ici dans le quartier des Abîmes, on a une population relativement vieillissante, hein, enfin, qui suit la trajectoire démographique de l'île, mais voilà, donc une population qui a tendance aussi malgré tout à diminuer. Et en haut, on a beaucoup de familles, souvent monoparentales, mais des familles jeunes avec beaucoup d'enfants. Et la grande majorité des enfants qui vont à l'école que vous voyez ici, l'actuelle école, viennent en fait de La Perle, ici. Donc, quand on a travaillé avec les enfants pour déterminer la programmation de l'école, avec les enseignants, de fait, on a aussi eu accès très facilement aux parents de ces enfants et donc aux habitants de la résidence. On a fait des réunions publiques dans ce petit local commun résidentiel qui, dans le projet, est intégré à la future école refuge. Donc oui, on n'a pas fait de distinction. Et puis on a fait aussi des ateliers dans les autres bourgs secondaires, enfin, les autres hameaux et bourgs secondaires du Prêcheur, donc plus au nord vers Lens-Belleville, vers la Pointe-la-Mare, vers Charmeuse, enfin tous les quartiers du bourg. Donc oui, on a bien travaillé avec tout le monde enfin, voilà, c'était d'autant plus intéressant pour nous. L'autre micro peut-être. Ça va coûter combien, Nicole? Combien on a de budget? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que alors, la particularité, voilà, c'est d'associer en plus les espaces publics avec le bâtiment école lui-même. Jean-Camille, peut-être que tu peux répondre plus précisément que moi sur l'estimation actuelle. Avant les nouvelles incidences de la situation actuelle, parce que je pense que les prix vont malheureusement augmenter très sensiblement comme tous ceux du BTP à la Martinique ces jours-ci. Donc ça, c'est une nouvelle catastrophe qui s'annonce. Ouais. Et pour l'instant, on était sur une base d'environ 13 millions à peu près. Voilà, hors taxe. Mais alors ça, c'est en global, en prenant en compte l'espace public. Et refuges, l'ensemble du programme. Ce que je voulais dire, c'est que cette opération du pêcheur est une opération extrêmement ambitieuse. La commande était de faire une opération expérimentale et reproductible. Donc, pour le ministère et le PICAR, il s'agissait de pouvoir étudier très finement et de la manière la plus large possible toutes les problématiques de ce type de problème pour pouvoir éventuellement l'appliquer ailleurs. Alors, ailleurs, c'est entre la Bretagne et le Pays Basque, il y a 60 000 logements qui sont dans des situations de danger à cause du recul de cette côte. On a des communes comme Médire-Pilote qui sont
menacés par les inondations lorsque les deux fleuves les deux rivières sont en crue. Ce qui fait que pour l'instant, comme on travaille sans procédure, on n'est pas dans le cadre ni d'une ZAC, ni d'une RHI, ni de rien du tout, on est vraiment en train d'expérimenter tout, y compris les difficultés. Lorsqu'on prend la vie de la population pour pouvoir savoir quels sont ses modes de vie, c'est extrêmement intéressant. Mais si après on doit retomber dans un système classique de LLS avec des surfaces allouées en fonction des moyens ou de la taille de la famille, etc., on aura perdu en cours de route une grande partie du projet. Donc pour l'instant, mais on tient ferme sur l'ensemble de la démarche qui paraissait extrêmement intéressante et qui mérite d'être développée, surtout dans le contexte qu'on avait abordé au début, sur la frugalité et sur une approche la plus fine et la plus sensible possible. Donc, j'avais une question donc, simplement sur le concours de cette école. Est-ce que on va faciliter la participation que les équipes locales et enfin, comment on pourrait le faire? J'ai pas entendu, non. Donc, je disais comment on pourrait donc faciliter la participation de maîtrise d'œuvre locale à ce concours. On sait qu'il y a un budget d'environ 13 millions d'euros. On demande souvent des références. Et donc, pour nous, jeunes architectes, c'est assez compliqué de répondre sur cette opération. C'est dommage, les programmes sont très intéressants. Oui, bah alors, je réponds ou Jean-Camille, tu veux y aller? Mais en fait, par exemple, dans le règlement de consultation qu'on est en train de finaliser, on essaie justement de baisser, par exemple, les seuils de chiffre d'affaires qui sont demandés pour que… L'enjeu, vraiment, c'est que les maîtres d'œuvre locaux répondent à ce projet, évidemment. Et donc, on essaie d'enlever ces barrières-là un peu théoriques, même si dans ces logiques de notation et de classification des réponses à appel d'offres, il y a besoin d'avoir ces systèmes de notation. Mais voilà, on a abaissé le chiffre d'affaires nécessaire pour le mandataire, par exemple, pour qu'on puisse évidemment ne pas d'un coup, parce que les chiffres d'affaires demandés sont trop hauts, enlever, je ne sais pas moi, 40% des architectes martiniquais. Donc, ça fait partie des éléments de réponse. Ce qui est important, effectivement, c'est que normalement, l'appel d'offres devrait être publié là. Ça devrait déjà être le cas, mais je pense que première quinzaine d'avril, l'appel d'offres est publié. Donc, on demande des groupements. Il y a des associations d'architectes qui sont éventuellement possibles. C'est aussi des binômes architectes paysagistes qui sont attendus, puisqu'il y a cet enjeu important sur l'espace public et la complémentarité entre le projet de requalification de l'espace public de la cité et l'école, qui a vraiment la garantie de la bonne intégration de cet équipement et du bon fonctionnement et de la juste présence en fait, du refuge dans la vie quotidienne des habitants. Donc voilà, je pense que c'est un très bon projet pour envisager des groupements complémentaires qui permettent de lever les obstacles habituels sur les réponses aux appels d'offres. En tout cas, effectivement, et l'agence des 50 pas travaille… Alors, je n'ai pas pris le temps de saluer, de citer tout le monde, mais l'agence des 50 pas est maître d'ouvrage délégué pour le compte de la ville sur ce projet. Et on est tous très conscients de cette question-là et voilà. On essaie de communiquer le plus possible sur le fait que, sur l'importance que les architectes locaux répondent. On avait une question de Martine. Oui, donc moi j'ai répondu sur ce concours en travaillant surtout sur les filières qu'on pourrait instaurer ici. Ce qui me préoccupait, c'était de pouvoir donner à la population agricole et au monde de l'artisanat dans la construction une certaine autonomie sur l'île. On a une nature abondante qui n'est pas exploitée du tout. Aujourd'hui, toutes les filières agricoles sont assez généralement effondrées et que depuis 2 ans, je rame pour essayer de contacter le monde agricole et le monde artisan qui travaillent, parce que moi j'ai répondu sur le bambou. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. On se heurte au problème aussi. Donc moi, l'équipe que je soutiens, c'est Pangram, celle qui a le prototype en bambou. Et quand ils viennent ici, ils sont en train d'essayer de trouver
entreprises pour travailler avec eux sur le prototype. Et ce qui bloque un petit peu, c'est la question des normes, parce qu'on est sur des matériaux qui sont de façon même administrative pas complètement autorisés, avec des interdictions douanières d'importation du bambou. Les filières ici, depuis 2 ans, on essaye de trouver des agriculteurs pour essayer d'instaurer des forêts, des productions des bambouseries. On a essayé d'en trouver sur le prêcheur, on n'en a pas trouvé. On travaille avec des agriculteurs qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Et aujourd'hui, voilà, Tangram est en train d'essayer de contacter des gens qui ont un certain savoir-faire sur le torchis, mais ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre. On leur demande de faire des prototypes normés. Ça ne leur paraît pas du tout logique d'aller chercher la terre à la poterie, de faire des torchis avec toujours la même terre, on prend dans le sud et puis on va aller les mettre dans le nord. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, localement, d'aider cette démarche ici localement, parce qu'on est quand même parti avec aussi une idée d'autonomie et de participation, d'autoconstruction, et qu'on se trouve confronté entre des assistants maîtres d'ouvrage à Paris qui essayent de simplifier les problèmes pour arriver le plus vite possible à des tests et à des certifications, à des ATEX, etc. Et que quand on consulte Cratère et qu'on veut louer la salle, faire des expérimentations, ça coûte un argent fou. Il faut prendre la terre ici, l'emmener là-bas. Enfin, on se heurte à des problèmes de normalisation qui sont les problèmes de notre société actuelle, qu'il faut, comme dit M. Madec, il faut changer de paradigme et on est confronté un peu à un monde ici qui vit à côté de la société occidentale avec une autre idéologie qui n'a plus vraiment de savoir-faire, est en train de se perdre. Ces générations ne travaillent plus et quel est le devenir? La jeunesse, elle part, celle qui pourrait être active et s'emparer de cet avenir de frugalité. Elle n'est plus là et il reste ici plus que des vieux et qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais il faut... Quelqu'un veut réagir? En fait, il y a dans la loi la possibilité de déroger à la loi. Le permis de faire et le permis d'innover existent aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas ça. Il faut que le maître d'ouvrage en ait envie, parce que c'est le maître d'ouvrage qui le demande. Et si le maître d'ouvrage le demande, voilà, la loi le permet, l'autorise. Bien sûr, il faut après prouver que c'est possible, que ce que l'on fait correspond à la sécurité publique nécessaire. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par tout ce qui était auparavant. Et moi, je m'étonne toujours de voir que depuis que la loi ESSOC est passée, donc avec le permis de faire, puis ensuite, c'est Allure qui a fait le permis d'innover et ESSOC le permis de faire, il y a très peu de demandes finalement sur ces innovations. Donc pourquoi est-ce que les architectes se plaignent alors qu'il faudrait juste peut-être engager ces demandes de permis de faire? Et après, excusez-moi, mais peut-être que c'est pas si loin le sud de l'île du nord de l'île et que ça n'est pas grave, enfin, que finalement la terre vient du sud pour aller au nord. Il y a des enjeux de liste qui sont peut-être plus symboliques que finalement de frugalité ou de sobriété. C'est la terre de l'île, quand même. En février, lorsqu'il y a eu la réunion avec le PUCA au Prêcheur, il a été clairement dit de façon très publique que le PUCA avait décidé de financer toutes ces réglementations, ces expérimentations, que ça coûtait énormément d'argent, qu'ils allaient faire ça. Et moi, ce qui pose problème, c'est qu'ils vont le faire où? Ils vont le faire à Paris. Et ici, les gens qui sont localement ici ne sont pas dans cette expérimentation. Et les équipes comme Tangram, qui sont 3 jeunes architectes qui n'ont pas beaucoup d'expérimentation sur ce sujet, quand ils viennent ici,
ils sont perdus, ils n'arrivent pas à progresser sur ce qu'ils peuvent faire localement et à qui s'adresser, comment expérimenter. Donc, peut-être que ça peut se résoudre le jour où ils auront été un peu plus loin. Je suis étonné que la terre en métropole, parce que quand même, il vaut mieux amener le savoir-faire près de la terre que la terre près du savoir-faire. Et parce que ça se partage dans la fabrication de la culture co-responsable, c'est quand on est ensemble autour de la question sur le site où les enjeux se posent. Donc, il vaut mieux faire venir Cratère, vous savez. En plus, Les Cratères, ils ont les moyens de faire, ils ont déjà expérimenté des parois en bambou, hein, Cratère, donc ils ont déjà le savoir-faire et ils peuvent faire des expérimentations là-bas. Le problème après, c'est ici le savoir-faire où on va le trouver, qui sont les équipes qui vont réaliser, etc. C'est pas simple parce que vraiment, le savoir-faire ici a disparu. Oui, mais si je peux réagir, Philippe, tu veux réagir? Non. Je pense que c'est pas qu'un cas propre à la Martinique. Je veux dire, quand Martine parle de la situation, enfin Philippe, on le rencontre souvent dans nos propres projets en métropole. Je veux dire, parler de terre aujourd'hui en région bordelaise, c'est aussi compliqué que d'en parler aux prêcheurs. Hein, et on est submergé par les mêmes demandes de règlement, de justification, de calcul, de régularisation. Et je pense effectivement que les savoir-faire se sont perdus, mais pas que. Effectivement, c'est compliqué, mais pas que. Et la particularité du sujet-là, c'est aussi pour ça que Philippe a abordé la question du permis d'innover, mais c'est ce que porte aussi le PUCAS, c'est d'essayer de changer la norme au cœur du réacteur de la norme. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette volonté, cette annonce de lancer, enfin de financer en tout cas, les ATEX, les essais de chantier, les essais de laboratoire pour avancer fermement, parce que l'objectif, c'est aussi, malgré tout pour le PUCAS, je crois, d'essayer de généraliser quelque chose et de s'appuyer réellement sur cette expérimentation-là pour qu'elle puisse ensuite essaimer et servir à l'ensemble de l'île. Donc effectivement, c'est compliqué, hein, les obstacles sont, enfin, il faut les rappeler, c'est vrai, sont nombreux, mais je trouve que ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut avoir un petit peu d'optimisme aussi avec ce portage assez particulier, mais où le PUCA est certainement dans son rôle en finançant des dispositifs et des justifications qui vont être ensuite réplicables à l'échelle de l'île, mais aussi à l'échelle… et d'ailleurs, c'est la réflexion qu'ils ont enclenchée, puisque tout l'enjeu, c'était de réfléchir à l'habitat renouvelé aux prêcheurs, mais dans un souci et dans une vigilance à être réplicable et à pouvoir réellement servir à l'ensemble de l'île. Et les travaux que le PUCA lance en parallèle, par exemple à Mayotte, ça pose plutôt aussi la question, bon, non seulement de la question des filières, mais aussi de l'intervention et de l'innovation du logement dans les climats tropicaux, par exemple, même si les climats, évidemment, ne sont pas absolument identiques. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas 4 projets, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je les vois, mais je les vois moins de l'intérieur que vous localement, mais c'est pas 4 projets isolés qui luttent un peu contre des géants. Je pense que c'est vraiment le début, alors évidemment qui demande de la patience et de la ténacité, mais le début d'une modification légère, progressive, réellement des modes de faire. Oui. Bonjour. Concernant la question des savoir-faire, pourquoi se cantonner à la Martinique et ne pas aller un peu, on est caribéens, il y a des savoir-faire qui demeurent toujours au sein de la Caraïbe, et pourquoi ne pas en faire un projet interrégional, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a des savoir-faire qui demeurent toujours dans les îles qui nous entourent et qui sont à 1 heure de trajet en bateau. Voilà quoi. Il y a peut-être cette question-là aussi à étudier. Qui veut réagir? Non, mais ça, c'est un sujet. Le paradoxe qu'on a, c'est qu'il y a cette proximité régionale, évidemment, avec l'arc caribéen, mais même peut-être avec la Guyane, le nord de l'Amérique du Sud. Mais enfin, notamment quand on parle du bambou, par exemple, on peut imaginer qu'à une échelle macro-régionale, il y a de la proximité qui s'établit, mais aujourd'hui, les systèmes d'approvisionnement font que tout passe par le métropole et repart. Donc ça, c'est des sujets
presque géostratégique qui nous dépasse un peu tous, je crois, mais effectivement, c'est un paradoxe. La question, c'est qu'en fait, effectivement, au prêcheur, on est presque plus proche de la Dominique que de l'extrémité sud de la Martinique. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'est intéressant aussi alors, pour nous, à fortiori, parce qu'on est moins habitué à ça, mais cette logique c'est pas réellement un archipel, mais cette logique ilienne comme ça de relation par la mer, qui devient encore plus euh, plausible, tangible aujourd'hui, vu le retrait extrêmement fort du trait de côte qu'on connaît. C'est-à-dire que la question est posée de la pérennité de la route qui relie Saint-Pierre au Prêcheur. Et la question de la desserte du Prêcheur à terme, alors même si les modèles d'évolution du trait de côte évoluent beaucoup et qu'on ne sait jamais exactement comment ce sera, ne serait-ce que dans 5 ans, mais cela dit, la question est posée vraiment de la possibilité d'accéder au prêcheur. Et dans ce cas-là, si le prêcheur devient principalement accessible en bateau, par exemple, c'est une hypothèse qui est pas mal étudiée, effectivement, la position de tout le nord martiniquais, tout à l'heure je parlais de l'île dans l'île, ce que nous avait dit Marcelin Nadeau, le maire, un jour, quand il est arrivé, en disant ici vous arrivez sur une île dans l'île, elle est encore renforcée. Donc effectivement, il faut absolument travailler à cette échelle régionale. Mais effectivement, là, on s'attaque à des sujets qui nous dépassent tous un petit peu, mais qui sont en germe dans ce type d'approche. On avait une réaction de Jean-François. Écoutez, moi, je voudrais partager plutôt mon enthousiasme autour de ces initiatives qui ont le mérite d'exister. Et je pense que c'est déjà une opportunité incroyable pour nous et qui personnellement m'enthousiasme beaucoup. Parce qu'il y a une réalité ici qui est claire que sur la problématique de la construction biosourcée, géosourcée, on part de loin. Donc, il est normal que dans ces expérimentations, on rame énormément. Mais je pense que tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, demain, nous servira fortement à cette période dans laquelle nous aurons développé, dépassé tous ces freins pour démocratiser des méthodes constructives qui sortiront d'ici avec un savoir-faire d'ici, avec des matériaux produits ici. Donc, c'est normal qu'on galère. Mais je suis enthousiaste et je crois en le fait que nous allons réussir à en sortir quelque chose de favorable pour notre territoire. Voilà, je voulais partager mon enthousiasme. Merci Jean-François. On va prendre 2 dernières questions, puis après on libère Antoine, chez qui il est très tard quand même. Juste tard, pas encore très tard, ne vous inquiétez pas. On avait Vivien qui disait « Une SCIC avec les habitants se monte pour l'alimentation, pourquoi pas ajouter le logement comme thématique ?» Je ne sais pas si Antoine, tu voulais répondre à ça. Je ne sais pas, c'est vrai que la question sur le financement du logement aux prêcheurs est une grande question ouverte. Le postulat aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un relogement évidemment ni imposé et donc qu'il n'est pas aussi financé globalement et qu'on procède par incitation. Donc c'est aussi un des enjeux de ce travail avec l'opération Habitat Renouvelé, c'est de montrer que l'alternative qui est proposée, parce que localement, quand on discute avec les habitants, et c'est aussi la vertu, c'est une chance qu'on ait pu continuer ça, c'est-à-dire ce travail de dialogue avec les habitants dans la durée, y compris dans la mise au point des prototypes de logement. Malgré tout, les habitants, alors on a évoqué tous les soucis, et l'effort nécessaire pour faire évoluer les cadres dans lesquels on agit et rendre tout ça possible techniquement et réglementairement et financièrement. Mais il y a aussi le fait de convaincre les habitants qu'une maison en bambou est habitable, confortable, pérenne, solide et qu'elle ne va pas s'envoler avec le premier cyclone. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Mais je dévie un petit peu. Tout l'enjeu, c'est d'être incitatif et de rendre désirable ce changement, clairement. La SCIC, ça serait parfait, mais ça suppose aussi une capacité d'auto-organisation qui a besoin d'être encore consolidée aujourd'hui localement.
et c'est aussi en ça que c'est intéressant que ce soit l'agence des 50 pas géométriques qui soit co-maître d'ouvrage, on va dire, de l'ensemble de ces sujets. C'est qu'il y a aussi un sujet de relogement de populations précaires, voire très précaires. Dans certains cas, encore dans une logique de régularisation foncière, même si c'est très complexe et très à nuancer sur le cas du prêcheur. Donc, on est quand même dans une équation économique qui est extrêmement épineuse. Donc, la SCIC, oui, ce serait très intéressant. Faire le mariage entre la question de l'alimentation et du logement dans un projet intégré, je pense que ça parle à beaucoup de monde localement, parce que les jeunes agriculteurs qui sont installés dans le cadre du projet alimentaire territorial et qui sont en train de mettre en place ces petits démonstrateurs d'agroforesterie en biodynamie sur les mornes et parfois au cœur du bourg, je pense que c'est des choses qui peuvent les interroger. Et effectivement, voilà. Disons que c'est un horizon qui est extrêmement tentant, mais qui va nous demander encore un peu de temps, je pense. Bien, merci beaucoup Antoine. On remercie également Léa dans le chat qui nous parle du projet Totem. Donc, je vous invite à aller voir cet appel à proposition. Et puis, on va pouvoir te libérer, Antoine, et on te remercie beaucoup pour ton intervention. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop désagréable à distance, le son, mais… Merci, à bientôt. Merci. Alors, Merci à